l'époque dans l'hôtellerie et le tourisme. J'étais directrice des ventes, directrice du développement des ventes. Et au Canada, en arrivant au Canada, comme vous commencez, je pense, à le sentir un petit peu, certains d'entre vous, j'ai dû me réinventer. Et mon Dieu, effectivement, ça a été difficile, intense, mais qu'est-ce que c'est riche. Donc, le premier message que je voudrais vous lancer aujourd'hui, c'est que il y a une lumière peut-être au bout du tunnel. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous sentez avec cette pandémie du Covid qui peut-être bloque un petit peu votre développement aussi, votre intégration, votre réseau. Là, aujourd'hui, on se voit en virtuel grâce à cette superbe initiative du RD Canada, 48 heures top chrono. C'est sûr que c'est pas pareil que si on était en présentiel, mais j'espère que vous sentez l'énergie. J'espère que vous sentez aussi le soutien, en fait, de la communauté et des organismes communautaires autour de vous pour vous aider à lancer votre entreprise. Moi, Majda le disait, j'ai ma propre entreprise depuis presque 5 ans. Il va falloir que je fête quand même, je pense. C'est ma deuxième. La première que j'ai lancée, je l'ai lancée tout au début de mon arrivée, en fait, justement, quand je voyais que je ne pouvais pas rentrer sur le marché du travail. Et à l'époque, on n'avait pas autant de soutien qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Donc, j'ai suivi une formation qui a duré 3 jours. Et puis, c'était vraiment en 2010-2011, c'était vraiment centré sur le plan d'affaires. Donc, le plan d'affaires, ça nous inquiète tous un peu. Ça peut prendre on a l'impression que ça va être un espèce de gros pavé de 20 pages, 50 pages, qu'il faudrait tout écrire comme si on était sûr de tout. Exercice très difficile, surtout que moi j'ai toujours été intrapreneur, je fonce, j'agis, oui je place mes hypothèses, j'appelais déjà ça je pense des hypothèses, vous allez voir que le canevas d'affaires ça formalise justement cette idée de l'hypothèse, donc j'avais vraiment envie d'un outil qui soit aussi spontané que moi je peux l'être en fait dans mon travail et puis quand je veux lancer des idées. C'était pas le cas au début pour ma première entreprise, plan d'affaires, j'ai fait l'exercice, c'était douloureux, je vous l'avoue, et puis c'était un petit peu, je trouvais, presque inutile parce que j'étais au tout début en fait de ma découverte du marché, de ma découverte des clients, des ressources, un peu tout ce qui constitue en fait le développement d'une entreprise et je voyais pas trop l'intérêt. Et puis d'un coup, révélation, je quitte ma première entreprise, j'ai tellement aimé ça, l'entrepreneuriat et puis soutenir les entrepreneurs que je fais une première expérience dans un organisme francophone et puis je reçois Mars Discovery District en 2013. Mars Discovery District, c'est un espèce de gros hub en fait en Amérique du Nord, ça fait partie des top 3 de soutien à l'entrepreneuriat. Et là, miracle, révélation, je découvre sur une page ce qui s'appelait déjà à l'époque le canevas de modèle d'affaires créé par un monsieur dont je ne sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression que son nom est compliqué alors qu'en fait c'est Osterwalder. Et enfin, je trouve donc la possibilité de transférer le chaos qu'on peut avoir, la confusion qu'on peut avoir, les milliers d'idées qu'on peut avoir quand on a une idée d'affaires, en réalité, honnêtement, le premier modèle que vous allez faire, il n'est pas censé vous prendre plus de 45 minutes parce que vous allez jeter vos idées très, très rapidement. Donc, c'est mon rôle aujourd'hui de vous présenter ce canevas de modèle d'affaires, les différentes composantes et comment est-ce que ça peut vous aider non seulement, dans un premier temps, effectivement, à transférer vos idées sur le papier, à les partager en équipe. Vous êtes autour d'une table, vous n'avez pas envie d'être sur un document Word, vous voulez quelque chose d'agile, de fluide, on écrit, on met les post-it, on sort, on enlève, etc. Parce que vous êtes en train de construire vos idées. Et puis, comment vraiment valider cette idée-là pour passer après, effectivement, à la deuxième étape, le plan. On a d'abord un modèle, version 1, version 2, version 3. Et après, une fois qu'on sait où on va, qu'on commence à avoir prouvé son idée, soit avec sa clientèle, soit avec ses partenaires, soit avec des financiers par rapport à des financements, ben là, on peut passer effectivement à la prochaine étape qui est du plan. Alors, j'ai quelques diapositives pour vous montrer ce document. Alors, que j'aille chercher. Trop de fenêtres ouvertes. Oui, j'ai trouvé la bonne. Donc, j'espère que vous voyez ma présentation. Si ce n'est pas le cas, Majda, est-ce que tu peux me le confirmer si tu veux bien? Ou qui ne dit mot consent peut-être. Ok, je vais partir du principe que vous la voyez bien. Donc, on veut passer avec ce modèle, ce canevas de modèle d'affaires, donc avec l'idée du modèle d'affaires, de l'idée, du rêve à le réaliser. Comment est-ce qu'on va réaliser cette affaire-là? Comment est-ce qu'on va réaliser cette idée-là? Quelle que soit l'idée, et j'en ai vu des vraiment excellentes, en fait, l'apprentissage du français, la promotion, la communication des startups, le logement avant l'arrivée pour les immigrants, cloud mécanique, le mandala, etc. L'idée,
surtout quand elle est formulée comme ça en quelques mots, il y a des centaines de façons de la réaliser, de la rendre réelle. Donc, c'est pour ça que vraiment, il faut vous donner le droit, à partir du concept que vous développez, de tester différentes façons jusqu'à ce que vous trouviez la bonne façon justement de les imbriquer. Je ne sais pas si vous voyez mes mains ou mon image là sur le côté. Je suis algérienne, hein, je suis franco-algérienne, donc je parle beaucoup avec les mains et ça traduit bien mes idées en général. Donc, il y a cette idée-là qu'on veut imbriquer les différents éléments en fait de la création qui sont inclus en fait dans une entreprise. Les opérations, les ressources humaines, effectivement les clients, le marketing, la communication, et tout ça avec une idée bien précise qui est celle de gagner de l'argent, n'est-ce pas? On veut que cette entreprise soit rentable, donc on a nos idées qui vont aussi être liées aux revenus et nos idées qui vont être liées aux dépenses. C'est un petit peu flou au début, on a besoin justement d'un modèle, d'un outil pour pouvoir placer un petit peu tout ça sur le papier, et voilà ce canevas qui, je vous dis, quand je l'ai vu en 2013, je me suis dit, mon Dieu, il y a enfin quelque chose qui est aussi fluide que ma façon de faire et je peux en plus l'utiliser pour dédramatiser tout le processus justement de coucher son idée sur le papier. Hein. On n'est pas plusieurs pages, on est sur une page, c'est très facile à partager, très facile à remplir. Donc, pour vous aider en fait à découvrir et à décomposer en fait ces différents moments, on a donc 9 cases constitutives de ce que c'est qu'une entreprise. Et je vous demande vraiment de regarder au milieu la colonne, ce qu'on peut vraiment appeler la colonne vertébrale de l'entreprise. C'est ce qui s'appelle la proposition de valeur. Donc là, vous avez le modèle en anglais. Le modèle en français est disponible sur le site du REDE. Je vous donnerai le lien juste après. Mais là, je me suis dit que j'allais quand même prendre les termes en anglais. Donc, on a ici la colonne vertébrale, comme je le dis, qui est la proposition de valeur de l'entreprise. Alors, on aurait pu appeler ça bêtement la description de l'entreprise. Mais non, on veut aller plus loin. On n'est plus dans le monde des années 80 ou avant ça, où effectivement, on pouvait se reposer, il y avait peut-être moins de concurrence, on avait moins accès aussi à cette concurrence, on voyait moins les choses, les différentes choses qui se placent en fait sur le marché, quel que soit le secteur. Une agence de voyage, une entreprise de tutorat ou peu importe, quelle que soit l'entreprise, il y a une époque où c'était moins important de se différencier. Aujourd'hui, face à la densité, face à l'importance, face à j'allais dire aussi la façon dont on est bombardé constamment d'informations, de publicités, etc. Vous voulez savoir exactement comment est-ce que vous allez vous différencier pour vos clients, donc à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Hein. Qu'est-ce qui fait que l'intérieur, le fonctionnement de votre entreprise va créer une valeur différente? Et la valeur que vous allez créer, ça va se traduire en revenus, puisque on va partir du principe que vous êtes unique, vous apportez quelque chose de différent, d'efficace, de pertinent à vos clients, et bien les clients vont être là pour l'acheter, entre guillemets, le produit ou le service. Donc, à partir de cette colonne vertébrale qu'on voit au milieu, proposition de valeur, value proposition, je vous demande de regarder la partie droite de l'écran. Ces 4 cases-là qui viennent là, Customer Segment, donc segmentation client, Customer Relationship, la relation client, Channel, distribution, ça nous amène juste en dessous à la partie flux de revenus. D'accord? Donc ça, c'est ce qui va se passer à l'extérieur de l'entreprise. Nos clients, qui y sont? Comment est-ce qu'on va les toucher et comment est-ce qu'on leur fait parvenir le produit ou le service qu'on vend? La segmentation de ce client, elle est essentielle. Je parlais de la colonne vertébrale que représente la proposition de valeur, mais cette proposition de valeur, vous ne la faites pas in a vacuum, comme on dit en anglais. Ce n'est pas dans l'air, il faut vraiment que ce soit raccroché très, très précisément à un besoin du client, à un profil de client. Et ce client-là, comment est-ce que vous allez soit le trouver, soit en fait identifier ce dont il a besoin? Il faut faire un profil, voir qui est-ce que vous voulez toucher, quel est le problème que vous voulez régler pour ces personnes, pour ce segment de clients, comment est-ce que vous voulez le régler, qu'est-ce que ça va apporter d'avoir réglé ce problème. Donc en anglais, et c'est ce que vous allez voir d'ailleurs sur un autre modèle que vous devez travailler, qui est le canevas de proposition de valeur, eh bien on va utiliser des mots comme besoin, douleur, gain, plaisir. On veut vraiment voir ce que notre entreprise va apporter ou ce dont le client a besoin. Donc, il y a on peut partir de son idée, voir comment ça fonctionne, ou on peut partir d'un segment de clientèle, identifier un problème et voir comment est-ce qu'on peut y répondre. Quand on est nouvel arrivant,
et ça c'est toujours un point que j'aime renforcer, il est très très important de partir du client. Parce qu'on arrive dans un nouvel environnement qui est très divers dans tous les aspects, que ce soit au niveau, j'allais dire, social, économique, politique, culturel, écologique, etc. Il faut vraiment se rappeler que tout est différent. Donc, on peut avoir une expérience dans notre pays d'origine, on peut avoir pensé à quelque chose dans notre pays d'origine, on veut vraiment le mettre en confrontation avec la réalité canadienne. On veut aussi ne pas assumer que le client va apprécier le type de solution qu'on apporte. Ça peut être aussi bête que utiliser une application mobile plutôt qu'une solution, j'allais dire, en présentiel ou virtuel. Il y a certains pays qui sont beaucoup plus évolués que d'autres sur la question du paiement, par exemple, par téléphone, ou plus à l'aise avec la question de la sécurité aussi des données. Donc, vous voulez aller regarder le client, comment est-ce qu'il se place ici. Plusieurs choses dans le client. Puis, surtout quand on viendra, Davender et moi, aux tables, ne nous dites pas, mais mon produit, il est pour tout le monde. C'est pas possible. Même l'eau, on a tous besoin de boire de l'eau, mais même l'eau, quand on va dans un magasin, on voit bien qu'il y a une segmentation différente par rapport au prix, au goût, au look de la bouteille, peu importe à la promesse d'être plus ou moins désaltéré. Je ne sais pas trop comment est-ce que ça pourrait être différencié. Mais voyez, effectivement, aucun produit n'est pour tout le monde. Par contre, ça peut être un produit qui est soit de masse ou niche. Ça, c'est possible. Ça peut être un produit où vous avez plusieurs segments, donc plusieurs profils, ou ça peut être aussi un produit ou un service qui est diversifié. Donc, vous allez répondre à plusieurs besoins. Donc, soit vous allez répondre à plusieurs personnes, types de personnes, soit plusieurs besoins. On a 30 minutes, donc je vais rapidement. Il y aurait beaucoup plus de subtilité dans chaque case. Mais là, vous êtes sur 48 heures, vous voulez sortir votre premier modèle et puis pouvoir nous le présenter, puis le présenter au jury pendant le pitch. Donc, on va droit au but. Et puis, il y a aussi la possibilité de ce qu'on appelle multi-sided platforms, où là, vous allez plutôt jouer les intermédiaires. Par exemple, Shopify, un de vos merveilleux partenaires et sponsors pour ce 48 heures chrono, eh bien, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des vendeurs et des clients. Alors, des vendeurs en plus qui sont de petites et moyennes entreprises, donc c'est souvent justement une vraie difficulté pour ces petites et moyennes entreprises de se faire connaître et puis de pouvoir vendre en fait à une clientèle élargie. Donc, il y a tout un tas de réponses pour ce type de client, donc la petite et moyenne entreprise qui veut vendre, et de la même façon, le client qui, lui, recherche des fournisseurs qui vont être peut-être au dehors des grandes marques qui sont les plus visibles. Donc, ça peut être multiplateforme. On regarde après les relations clients. Comment est-ce qu'on va se faire connaître de ce client? C'est ça. Alors, pour répondre, pour remplir, pardon, j'aurais dû le dire, quand on remplit ce canevas, je le mentionnais un peu en intro, mais c'est vraiment des mots-clés. Vous ne voulez pas faire des longues phrases, vous voulez vous forcer à aller à l'essentiel. Donc, pensez à quelques mots-clés. C'est vrai qu'au début, c'était beaucoup des post-it, parce qu'on veut vraiment imprimer dans notre esprit que pour l'instant, c'est pas couler dans le bronze, d'accord? C'est pas une certitude, c'est une possibilité. Puis quand ça devient une certitude, là, on l'écrit à l'encre indélébile, si vous voulez, set in stone, quoique il y a toujours des changements de marché auxquels on veut pouvoir réagir. Donc, customer segment, vous regardez un petit peu, vous placez quelques mots qui vont pouvoir décrire quel type de consommateur vous allez chercher à avoir, à toucher. Et si effectivement, votre proposition de valeur et votre client, ça tique, ça match, vous allez pouvoir développer les relations clients. Donc, comment est-ce que je fais connaître mon produit à ce client-là? Est-ce que ça va être par de la publicité? Est-ce que ça va être par des brochures? Est-ce que ça va être par des prises de parole, par des blogs, etc., etc. Il y a tout un tas de possibilités maintenant de communication et puis de marketing. Vous avez aussi, juste en dessous, la distribution. Donc, une fois que le client vous identifie, hop, on descend, on passe à la prochaine chose, c'est comment est-ce qu'on lui vend le produit. Là aussi, il y a 5 éléments que vous pouvez garder en tête qui sont, donc vous avez créé le awareness, donc on sait que votre produit existe. Vous voulez donner parfois la possibilité à votre client d'évaluer le service, donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus maintenant ces 15 jours gratuits, 30 jours gratuits, donc il y a cette possibilité d'évaluer. Après, bien sûr, on va être sûr que le produit, le client peut l'acheter et l'acheter de la façon dont il le veut, d'accord? Donc, ça peut être effectivement en ligne, mais il faut voir, est-ce que c'est le système PayPal, est-ce que c'est un Interac, est-ce que c'est, on va l'acheter une fois par mois, enfin chaque mois, etc. Il faut vraiment aller là aussi dans les besoins ou les préférences en fait de votre client.
Et puis enfin, vous délivrez, donc vous livrez votre produit, votre service. Parfois, ça peut être en utilisant effectivement la poste, DHL, toutes ces choses-là, ou bien ça peut être une livraison en ligne aussi, ou un achat sur place. Donc là aussi, différentes possibilités. Et puis finalement, une fois que le produit est dans les mains du client, pensez aussi quand vous êtes en train de créer votre idée, comment est-ce que je vais m'assurer que mon client est content? Donc ça, c'est tout ce qui est customer relationship, right? Customer service. Comment est-ce que je m'assure qu'il est content? Et puis, en m'assurant qu'il est content, comment est-ce que je peux potentiellement lui faire du upsell? Donc, lui vendre un peu plus ou lui vendre autre chose pour continuer à augmenter la valeur de ce qu'il m'apporte en tant qu'entreprise. Donc là, on est sur la partie de droite, comme je disais, l'extérieur de l'entreprise. Et tout ça, ça nous amène nos flux de revenus. Parce que là aussi, il y a beaucoup de subtilités. Comment est-ce que je vends mon produit? Comment est-ce que ce revenu revient vers moi? C'est peut-être une seule fois. Je vends un produit que le client va m'acheter une seule fois. Peut-être que c'est récurrent. Donc, là, ça va être sur un système de subscription. Peut-être que c'est un pourcentage. Shopify, par exemple, ou ces grandes Uber, tous ces systèmes-là, Uber Eats, etc., ils prennent un pourcentage de votre vente. Peut-être que c'est des dividendes si vous êtes sur une plateforme d'investissement. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes en train de faire de la location. Donc, pensez vraiment à aller dans la profondeur, en fait, de votre réflexion pour voir différents types de revenus. D'accord? Et après, une fois qu'on a regardé l'extérieur, on vient regarder l'intérieur de l'entreprise, la machine qui va permettre de créer ce produit, ce service de la façon dont le client en a besoin et au prix dont il en a besoin aussi. Là, il y a 3 éléments clés. Donc, on a les activités clés, les ressources clés et les partenaires. Donc, les activités clés, ça va être, et là, je vais commencer à passer mes slides précédents, puisque je les ai dit beaucoup de choses, mais rassurez-vous, vous avez les questions en fait pour répondre à chacune. Donc, proposition de valeur, vous avez les questions ici. Je vous laisserai revoir ça tranquillement après. On a aussi des questions qu'on peut se poser pour cette partie-là, pour les revenus. Et je vais donc vous ramener en fait le regard vers la partie droite. Je voulais pas en fait vous montrer ce slide avec toutes les questions d'un coup parce que ça peut être overwhelming là. Je voulais y aller petit peu par petit peu. Mais bon, maintenant que vous êtes plus à l'aise avec la partie de droite, on arrive sur la partie de gauche. Donc les activités clés, ça va être par exemple quelles sont les étapes cruciales de la production, de la livraison de ce produit ou de ce service. Vous voulez être sûr d'identifier les choses qui sont plus importantes parce que parfois, on perd cette importance, on perd le côté en fait crucial, qu'est-ce qui est le plus important dans ce produit et on risque de dépenser beaucoup d'argent sur quelque chose qui finalement n'est pas si important pour le client. Ça peut être le cas pour le packaging, par exemple. Si vous avez une clientèle qui est plutôt végane, etc., le packaging, c'est pas le plus important. Ce qu'ils veulent voir, c'est l'élément nutritionnel de la nourriture, si c'est de la nourriture, par exemple, et le fait que ça va être respectueux de leurs valeurs. Donc, passez pas trop d'argent sur le packaging, par exemple. Quelque chose de simple qui passe bien les valeurs, ça sera suffisant. On veut avoir aussi les activités clés à court, moyen et long terme. Pourquoi c'est important d'avoir ces 3 temps qui sont dans votre réflexion? C'est parce que ça va vous donner aussi des indications sur les coûts que ça va représenter à court, moyen et long terme pour que vous puissiez vous préparer. Donc ça, c'est pour les activités clés. Qu'est-ce que vous devez réaliser pour livrer votre modèle d'affaires? On a après les ressources clés où là, c'est pas juste les ressources matérielles, ça peut être les ressources humaines, les ressources intellectuelles, les ressources financières. Beaucoup des questions, beaucoup des idées superbes là, sur lesquelles vous êtes en train de travailler, ça va beaucoup se reposer sur les ressources intellectuelles. Et c'est pas étonnant parce qu'un des grands marchés pour le futur, comme tout ce qui est technique, etc., est en train d'être pris plus en plus par l'intelligence artificielle, enfin cette 4e révolution, etc., on se rend compte que la connaissance devient une richesse en soi, en fait. Donc, cette connaissance, vous voulez être sûr d'avoir les bonnes personnes qui vont vous l'apporter. Donc, pour ce qui est apprentissage du français, il faut vraiment faire attention aux professeurs que vous allez, aux tuteurs ou aux professeurs que vous allez engager parce que c'est ça la vraie richesse, en fait, de votre entreprise. Ça va être la compétence des personnes à transmettre justement cet amour du français, mais aussi la structure essentielle pour qu'ils puissent bien parler français quand ils sortent du secondaire. Et vous avez touché un vrai problème. Moi, je le vois à chaque jour. Les ressources humaines, les ressources financières aussi. Une des grandes difficultés que les entrepreneurs nous rencontrons, c'est bien sûr d'avoir le cash flow pour soutenir notre entreprise.
C'est pas toujours un problème d'argent. Parfois, c'est qu'on fait trop de dépenses au mauvais endroit ou qu'on fait pas assez de revenus. Mais cette ressource financière, elle est importante pour sustain, pour faire fonctionner en fait l'entreprise sur le long terme. Shopify, qui est une des grosses, encore une fois votre sponsor, qui est une des grosses entreprises maintenant du Canada, elle n'est pas encore rentable. Elle a un nombre de clients et une valeur et une existence, un taux de pénétration en fait sur le marché qui est très très important, mais par contre c'est pas rentable. Donc il y a une promesse de revenus effectivement, de bénéfices, je veux dire, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent appuyer en fait derrière pour être sûr que l'entreprise arrive à ce stade-là. On ne veut surtout pas que Shopify disparaisse. C'est vraiment un soutien pour les SMEs, comme je disais. Et justement, le dernier point, c'est les partenaires clés. Vous avez votre idée, vous avez vos clients, vous avez votre équipe interne. On a aussi besoin de partenaires sur le marché, dans notre écosystème, soit parce qu'ils vont venir nous fournir la matière première, par exemple, pour notre produit, soit qu'ils vont venir l'enrichir aussi également. Ça, c'est important. Donc, qui c'est qui va vous permettre de vous amener plus de clients, par exemple? Qui c'est qui va vous permettre de réduire vos coûts? Qui c'est qui va vous permettre de livrer votre service ou votre produit? Donc, tout ça, c'est cette question des fournisseurs clés. Posez-vous des questions, c'est très important. Là, on l'a vu, par exemple, avec le Covid. Du jour au lendemain, Canada Post, notre fournisseur d'État, j'allais dire, de tout le système postal, a été complètement dépassé. Parce que tout le monde, toutes les entreprises commençaient à livrer des paquets, etc. Bon, faites en sorte, si effectivement vous avez besoin d'envoyer vos produits, comme c'est beaucoup le cas en ce moment, surtout dans la région où je suis, dans la région de Toronto, d'envoyer vos paquets par la poste, d'avoir un vrai partenaire avec Canada Post, donc, ou un autre partenaire, mais d'avoir quelque chose qui fonctionne bien, qui vous écoute, qui sont réactifs, qui fonctionnent bien au niveau du prix aussi, parce que vous ne voulez pas que les clients arrêtent d'acheter chez vous parce qu'un fournisseur n'est pas capable de délivrer, entre guillemets. Puis là, c'est vraiment dans le sens premier du terme délivrer. Eh bien, toutes ces questions-là, vous voyez bien quand on en parle, c'est là où on va dépenser notre argent pour pouvoir en gagner. Donc, quels sont vos coûts de démarrage, vos coûts mensuels, vos besoins de roulement, c'est en général 3 mois. Quels sont vos coûts d'opération, frais fixes, frais variables, les coûts liés aux activités, aux ressources clés, à la vente de vos produits, à la vente de vos services. Tout ça, c'est les questions auxquelles vous allez pouvoir répondre dans la structure de coûts. Et ce que j'ai très vite adoré aussi avec le Canva, et vous allez le ressentir aussi quand vous allez avancer dans le développement de votre entreprise, c'est qu'il est très, très simple de passer en fait de chacune de ces cases structurantes de l'entreprise qu'on trouve dans le Canva de modèle d'affaires au plan d'affaires. Customer segment, relationship par exemple, c'est la partie marketing, communication, key activity, key resources, key partners, ça va être la partie opérationnelle par exemple. Et là, je parle juste des grandes rubriques, je rentre pas dans les détails des sous-rubriques. Et cette partie du plan financier, là, du forecast, etc., qui nous fait toujours un petit peu peur aux entrepreneurs, parce qu'on voit tout de suite là ce tableau Excel avec tout un tas de lignes, puis on a l'impression que c'est un jargon impossible pour la plupart d'entre nous, si on n'est pas comptable. Mais très honnêtement, une fois que vous avez bien construit votre modèle, que vous avez développé votre histoire aussi, mais de rentrer dans ces modèles financiers, ça va être beaucoup plus simple parce que vous savez exactement comment est structuré votre coût, les différentes choses qui vous coûtent en fait, et puis surtout, comment est-ce que vous rentrez cet argent-là. Donc les lignes vont être plus fluides à remplir parce que c'est une histoire que vous racontez. Pour les coûts de démarrage, moi, ce que je dis souvent aux entrepreneurs que j'ai accompagnés ces dernières années, ça a l'air tout bête, mais c'est de visualiser le premier jour officiel où vous ouvrez votre entreprise. D'accord? Vous fermez les yeux, vous avez la clé dans la main, on imagine que vous avez une clé dans la main et puis vous ouvrez la porte de votre entreprise. Qu'est-ce que vous devez trouver à l'intérieur? Alors, si c'était un restaurant, forcément, il y a les chaises, il y a toute la machinerie dans la cuisine, il y a les menus qui sont prêts, il y a tout ça. Donc, ça vous fait en fait ce type de visualisation du premier jour officiel de l'ouverture de votre entreprise. Ça vous aide, je trouve, un peu comme ce Canva finalement, à visualiser les différents éléments sur lesquels vous allez devoir investir avant même que vous ayez votre premier client, justement pour pouvoir le confirmer. J'avais ici un exemple que je vous présente rapidement. Je pense qu'on est dans les temps. De mon côté, je vais chronométrer parce que j'ai tendance à parler beaucoup trop. J'aime tellement ça. Je suis à 24 minutes. Donc là, c'est un produit que j'aime, moi particulièrement, en fait, que j'utilise. Je voulais regarder quelque chose que j'utilisais. Et c'est la plateforme Spotify.
Donc, plateforme de musique, il y a une époque où tout le monde avait trouvé révolutionnaire que Steve Jobs nous présente l'iPod. Eh bien, maintenant, on n'a même plus besoin d'iPod. La musique est exponentielle et illimitée. Finalement, on n'a plus le 15 000. Je crois qu'au début, on voulait 15 000 chansons en fait sur l'iPod. Là, c'est totalement illimité, c'est totalement en ligne. Donc, ça répond en fait à mon envie, moi personnelle, en tant que cliente, d'avoir accès à toutes les musiques que je souhaite, aussi bien quand je suis nostalgique, les musiques des années 80-90, que la nouvelle musique en fait qui sort, sans avoir besoin de l'acheter en fait. Donc, je fais partie de cette grande base qu'ils ont de subscribers, puisque je paye à chaque mois, en fait, je fais partie des, alors vous voyez peut-être dans Key Resources, le terme MAU, donc ça, c'est Monthly Active Users. Et ça, c'est un élément que vous pouvez peut-être, que vous allez peut-être avoir à utiliser dans votre propre entreprise. Vous voulez avoir des ratios qui vous disent exactement comment est-ce que votre entreprise fonctionne ou pas. Donc, ce MAU, Monthly Active Users, il est très important pour la plupart des entreprises de le savoir. C'est pour ça que je mentionnais celui-ci. Un autre terme que vous voulez peut-être connaître, alors je le donne en anglais, je crois que c'est rétention en français, mais je suis pas sûre, Davender, vous me direz, c'est le churn. C'est pas un très joli mot en plus en anglais, customer churn. Et ça, c'est le ratio, enfin c'est le rate, le taux auquel vous perdez des clients. Vous voulez garder un œil là-dessus. Quand vous voulez lancer votre entreprise, c'est qui effectivement vient chercher votre service, qui reste chez vous, qui ne part pas, qui part aussi, parce que ces gens-là qui partent, ils ont aussi quelque chose à vous dire. Pourquoi est-ce qu'ils sont repartis? Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas? Vous voulez vraiment pouvoir garder l'œil en fait sur votre client constamment pour savoir comment faire évoluer votre modèle d'affaires. Et à la prochaine crise, j'allais dire, parce qu'il y en aura forcément, il y en a toujours eu dans l'histoire, le Covid, c'est un Black Swan, mais on en aura sûrement d'autres. Black Swan, c'est quand il y a un événement qui est tellement énorme que ça transforme un certain nombre de choses en fait dans la société. Donc, c'est ce qu'on a vécu. Il y en aura d'autres. Vous voulez vraiment que votre entreprise, que votre modèle d'affaires, il soit bulletproof. Donc, comment est-ce que je dirais ça en anglais? Il soit armé pour la résilience, il soit adaptable. Vous voulez pouvoir y revenir régulièrement. Donc, Spotify, quand on regarde leur modèle d'affaires, on voit que le plus important pour eux, c'est justement ces deux éléments. Est-ce que mes clients restent ou est-ce qu'ils partent? Et est-ce que quand ils restent, quand ils payent le subscription à chaque mois avec moi, est-ce qu'ils utilisent le service ou est-ce qu'il y a un moment où ils commencent à se perdre en fait un petit peu? Donc, tout leur modèle d'affaires est basé là-dessus. Et ce qui est très intéressant aussi, donc Spotify, qui est une plateforme de streaming de musique, c'est qu'ils ont aussi besoin de partenariats très, très forts. Si du jour au lendemain, les maisons d'édition, les maisons de musique décidaient de ne plus vendre, en fait, les record labels décidaient de ne plus proposer, en fait, leurs chansons sur leur plateforme, eh bien, ils disparaîtraient. Et ils ont créé un nouveau partenariat avec Facebook, une intégration avec Facebook, une intégration avec une autre application qui s'appelle Waze, par exemple, qui fait que le client, ils connaissent tellement bien leur client qu'ils savent que ce client-là, il va avoir besoin de musique à différents moments, quand il est sur les médias sociaux, quand il est dans sa voiture, etc. Donc, ayez cette vision par rapport au client encore. Je reviens là-dessus, puis je pense que Davender et moi, on est disponibles pour vous accompagner à chacune de vos tables. Moi, je sais que je vais vous poser beaucoup de questions sur vos clients. Sachez ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, comment est-ce que vous le réglez, et sachez exactement comment est-ce que vous allez pouvoir être sûr que vous leur apportez les bonnes choses au meilleur prix. La présentation, je verrai avec Majda comment est-ce qu'on peut vous la transférer, comme ça vous aurez les questions. Mais comme je le disais, c'est des informations que vous avez déjà sur celui-ci, par exemple, le Canva de modèle d'affaires avec les questions afférentes pour chacune des cases. Vous allez le retrouver sur le site du REDE qui est dédié à l'entrepreneuriat justement et qui s'appelle espaceentrepreneur.com. N'hésitez pas à aller cliquer et aller regarder en fait dans ce passeport, dans ce parcours. C'est une université du Québec et moi-même en deuxième lecture, j'allais dire, qui avons contribué. Donc, on veut être sûr que ça puisse être quelque chose dont vous ayez connaissance. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce petit tour du Canva d'affaires. Et puis, on se retrouve aux tables dans quelques minutes. Merci beaucoup.